Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante, inspirée de faits réels. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager, car ce que vous allez entendre est glaçant. Je m'appelle Case. J'ai 19 ans et j'ai toujours vécu dans une petite ville tranquille. Nous ne sommes qu'environ 800 habitants. Et ici, rien ne change vraiment. Les gens vivent lentement, très lentement. Tu te lèves tôt, tu vas travailler, tu t'arrêtes peut-être au diner pour déjeuner. Puis tu t'assois sur ton porche le soir pour parler du temps qu'il fait. On dit que rien ne se passe jamais ici, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Certaines choses se sont produites, des choses étranges. Dans notre ville, il y a un endroit que tout le monde évite. Un lieu que tout le monde connaît, mais dont on ne parle jamais beaucoup. On l'appelle simplement la colline. Pas de nom élaboré, juste la colline. Simple, dangereuse, interdite. Quand nous étions enfants, nos parents nous répétaient de ne jamais nous en approcher. « Reste loin de la colline », disaient-ils. « N'y joue pas, n'y va pas, ne la regarde même pas trop longtemps. » Mais personne ne nous disait pourquoi. Dès qu'on posait la question, les adultes devenaient silencieux ou changeaient de sujet. Et ça, c'était pire. Ça nous rendait curieux. Il y avait des rumeurs, bien sûr. Tu sais comment les gamins adorent se raconter des histoires. Certains disaient qu'un culte vivait là-bas. D'autres que des gens disparaissaient à proximité. Mais ce n'était que des chuchotements. Rien qu'on puisse prouver. J'ai toujours pensé que c'était juste un conte effrayant pour nous empêcher d'aller trop loin. Jusqu'à cette nuit où Joe m'a lancé un défi. Joe a 2 ans de plus que moi. Il en a 21 aujourd'hui. Il a toujours été comme un grand frère. Courageux, un peu imprudent parfois. Mais c'est le genre de type qu'on est content d'avoir à ses côtés. On est meilleurs amis depuis qu'on porte des couches. Un soir d'été, j'avais 10 ans et lui 12. On dormait chez lui. Il faisait chaud et on n'arrivait pas à trouver le sommeil. On parlait de fantômes et de monstres, comme les enfants font souvent. Et on a fini par évoquer la colline. Tu sais, je parie que ces histoires de culte, c'est du vent, dit Joe en fixant le plafond. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Il s'est tourné vers moi et a souri. Tu veux aller voir ? Je me suis figé. J'avais envie de dire non, mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais une poule mouillée, même si j'avais peur. On a pris 2 lampes torches et on a filé par la porte arrière, juste après minuit. Les rues étaient désertes, juste le son des insectes et le gravier sous nos chaussures. L'air était lourd, comme avant un orage. On a atteint la colline au bout d'une dizaine de minutes. Elle paraissait plus grande la nuit. L'herbe ondulait comme des vagues dans l'obscurité et la lune rendait tout plus froid qu'en réalité. On a grimpé lentement, les lampes basses. Arrivé en haut, on a rampé jusqu'au bord et on a jeté un coup d'œil. C'est là qu'on les a vus. Une vingtaine de personnes se tenaient en cercle au pied de la colline, sous le grand chêne qui était là depuis toujours. Ils portaient de longues robes noires et des masques blancs, lisses et sans traits. Chacun tenait une bougie et ils chantaient quelque chose qu'on ne comprenait pas. Le son ne ressemblait même pas à des mots. C'était comme un bourdonnement dans tes os. J'ai eu envie de courir, mais j'étais paralysé. Puis Joe a glissé. Son pied a heurté un caillou qui a dévalé la pente dans un craquement sec. Les chants se sont arrêtés. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. On n'a pas attendu. On a détalé à toute vitesse, à travers l'herbe, en descendant de l'autre côté de la colline et en traversant les rails. Je jure que j'ai entendu quelqu'un nous poursuivre, mais je ne me suis pas retourné. On n'a arrêté de courir que dans le jardin derrière chez Joe. Le cœur battant, les poumons en feu. On est resté là longtemps sans dire un mot. Après ça, on n'a plus jamais vraiment reparlé de ce qu'on avait vu. On a fait comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je passais près de la colline, je sentais des yeux sur moi. Les années ont passé, on a fini l'école et commencé à travailler. La petite ville est restée la même, calme en apparence. Mais ce sentiment, celui qui te dit que quelque chose ne va pas, ne nous a jamais quittés. Il y a quelques mois, Joe est venu me voir avec un drôle d'air. « T'as déjà pensé à y retourner ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une partie de moi y avait déjà pensé,
L'autre voulait oublier. On est grand maintenant, on peut gérer, on pourrait découvrir ce qui se passe vraiment. J'aurais dû dire non, je ne l'ai pas fait. On y est donc retourné, cette fois avec de meilleures lampes, des couteaux pliants au cas où, et nos téléphones. Il était environ 1h du matin quand on a atteint la colline. L'herbe était toujours haute, le vent toujours silencieux. Tout semblait pareil, mais en pire. On a grimpé et regardé par-dessus. Rien. Pas de cercle, pas de bougie, pas de chant. On a commencé à se détendre. Peut-être que tout ça n'avait été qu'un souvenir déformé d'enfance. Puis Joe m'a tapé l'épaule et m'a montré du doigt. Il y avait quelque chose sous l'arbre. On est descendu en silence. Quand on a été assez près, j'ai vu ce que c'était. Un cercle de pierre, tout frais comme si quelqu'un venait de le faire. Et au centre, une petite boîte en bois. Joe s'est penché et l'a ouverte. À l'intérieur, 5 masques blancs, vieux mais propres, intacts, ni sales ni abîmés par le temps. Soudain, on l'a senti. On n'était pas seul. L'air a changé, glacé. J'ai levé les yeux et j'ai vu des ombres, des silhouettes immobiles juste derrière les arbres, en train de nous observer. On a lâché la boîte et on s'est mis à courir. Cette nuit-là, on n'est pas rentré chez nous. On a roulé 2 villes plus loin et on a dormi dans le camion de Joe, sur le parking d'une station-service. On n'a rien dit à personne, ni à nos parents, ni à nos amis. À personne. Mais on s'est mis d'accord sur une chose. On ne retournera jamais sur la colline. Et quand on aura des enfants, on leur dira la même chose que nos parents nous disaient. Reste loin de la colline. N'y va pas, n'y pense même pas. Parce que maintenant, on sait pourquoi. Et certaines choses sont tout simplement mieux laissées tranquilles. Je m'appelle Zana, j'ai 21 ans et j'ai vécu toute ma vie dans la même petite ville. Ce n'est pas un endroit que tu verras aux infos ou que tu trouveras facilement sur une carte, mais c'est chez moi. Ici, tout le monde connaît tout le monde, et tu ne peux pas marcher dans la rue principale sans que quelqu'un te fasse signe ou te demande des nouvelles de ta famille. C'est calme, tranquille. Il ne se passe jamais rien de grand. Les gens ne ferment même pas leurs portes en journée. Certains laissent leurs clés sur le contact en allant vite fait au magasin. C'est le genre d'endroit où tu te sens en sécurité. Enfin, la plupart du temps. Il y a quand même une partie de la ville que tout le monde évite. À l'ouest, après les vieux rails de train et derrière les usines fermées depuis des années. Là-bas, personne n'y va, sauf obligation. La plupart des maisons sont en ruine. Certaines sont carrément abandonnées. Les autres tiennent à peine debout. C'est là que finissent beaucoup de sans-abri et d'accros. Il y a bien une station-service dans le coin, mais personne de mon côté de la ville n'y met les pieds. Surtout pas une fois la nuit tombée. Mes parents m'ont toujours prévenu. Ne passe pas par là, ne t'arrête pas, n'ouvre même pas ta fenêtre. Et j'ai toujours écouté. Jusqu'à cette nuit où je n'ai pas eu le choix. Il devait être 22h30. Je venais de finir un long service au diner. J'étais épuisé, les pieds douloureux, le dos en compote. J'avais qu'une envie, rentrer me jeter dans mon lit. En arrivant à ma voiture, je me suis installé et j'ai tourné la clé. C'est là que mon estomac s'est serré. Le voyant d'essence venait de s'allumer. Je n'avais même pas remarqué à quel point j'étais à sec. Depuis quelques jours, je repoussais le moment d'aller faire le plein. J'ai pensé que j'allais tenir jusqu'à la station près de mon appart, mais à mi-chemin, la voiture a commencé à tousser. L'aiguille est tombée à 0. J'ai compris que je n'y arriverais pas. La seule station encore à porter, c'était celle de l'Ouest, celle que j'avais toujours évitée. J'ai essayé de réfléchir à une autre solution, appeler quelqu'un peut-être, mais mon téléphone était mort, évidemment. Plus d'essence, plus de batterie, plus d'options. J'ai soufflé, j'ai tourné à gauche sur l'ancienne route industrielle et j'ai roulé vers l'endroit que je redoutais depuis toujours. La station était quasiment vide. Quelques néons grésillaient, projetant des ombres étranges sur le bitume. Le bâtiment avait l'air de ne pas avoir été nettoyé depuis des années. Les vitres étaient opaques, tachées.
Une des pompes avait carrément un sac poubelle scotché dessus. La seule autre voiture sur place était une vieille berline rouillée, un phare manquant et le pare-choc en miettes. Je me suis garé au distributeur le plus proche des lumières. Je me suis dit que ça ne prendrait qu'une minute, juste assez pour rentrer chez moi. Je suis sorti, j'ai passé ma carte. L'écran était fissuré, mais ça a marché. J'ai lancé le plein en jetant des coups d'œil autour de moi. Le silence pesait lourd, comme s'il avalait les bruits. Je me répétais que tout irait bien, que j'allais être parti dans une minute. C'est là que je l'ai vu. Il est sorti de derrière le bâtiment, grand, mince, les cheveux en bataille, des fringues qui semblaient ne pas avoir été lavées depuis des semaines. Ses yeux bougeaient vite, cherchaient quelque chose ou quelqu'un, et il a marché droit vers moi. « Salut !» a-t-il dit avec un sourire qui n'avait rien de rassurant. « T'aurais pas quelques dollars ?» J'ai secoué la tête. « Désolé, j'ai rien. » Mais il n'a pas arrêté, il s'est encore approché. « T'es sûr ?» a-t-il insisté. « J'ai juste besoin de 2 ou 3 dollars, je passe une sale soirée. » Mon cœur s'est mis à battre fort. J'ai essayé de garder mon calme, je ne voulais pas provoquer une réaction. J'ai forcé un petit sourire. « J'ai vraiment pas de liquide, je prends juste de l'essence et je rentre. » Mais il s'est encore avancé, trop près cette fois. « Tu vis par ici ?» a-t-il demandé, la tête légèrement penchée. « Tu me dis quelque chose ?» Mes mains tremblaient. L'essence coulait encore, mais je m'en fichais. J'ai reposé le pistolet, même si le plein n'était pas terminé. « Je dois y aller. » ai-je lâché vite. Avant qu'il puisse répondre, j'ai filé dans ma voiture et claqué la portière. J'ai verrouillé pile au moment où il arrivait. Il a cogné à la vitre. « Hé !» a-t-il dit plus fort. « Sois pas impoli, je voulais juste discuter !» Je ne l'ai pas regardé. J'ai démarré, j'ai reculé sec et j'ai foncé hors de l'emplacement comme si ma vie en dépendait. Je n'ai respiré normalement que bien plus tard, quand je suis arrivé sur le parking de mon immeuble, de l'autre côté de la ville. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'entendais encore ce coup frapper contre la vitre. Je voyais encore ses yeux, ce sourire, comme s'il me connaissait déjà. Rien que d'y penser, j'avais la chair de poule. Pendant des semaines après ça, je n'ai plus osé sortir la nuit sans être nerveuse. Chaque inconnu croisé sur le trottoir me crispait. J'ai pris l'habitude de vérifier 2 fois les verrous chaque soir. J'ai même acheté une bombe à gaz lacrymo pour mon sac. Je n'ai rien dit à mes parents pour ne pas les inquiéter. Mais je crois qu'ils ont remarqué que je n'étais plus aussi détendu qu'avant. Avec le temps, la peur s'est un peu estompée. La vie a repris son cours, mais je n'ai jamais oublié cette sensation. J'aime ma ville, c'est un bon endroit, mais j'ai appris que même les bons endroits ont leurs recoins sombres. Des lieux dont personne ne parle, mais qui ressemblent à un mauvais rêve. Et parfois, il suffit d'une seule mauvaise nuit pour comprendre que la sécurité, c'est quelque chose de fragile. Je ne remettrai jamais les pieds à cette station-service, peu importe à quel point mon réservoir est vide. Salut à tous, je m'appelle Richard. J'ai 60 ans maintenant et je vis dans un appartement de Manhattan qui donne sur le parc. Ce n'est pas le plus grand logement de la ville, mais il est à moi et il est confortable. J'ai une belle vie ici. Une carrière dans la finance, quelques bons investissements, un peu de chance aussi qui m'a permis de prendre ma retraite tôt. Aujourd'hui, je m'occupe avec des associations caritatives, des visites de musées et beaucoup trop de café pris dans le petit bistrot en bas de ma rue. Les gens d'ici me connaissent par mon prénom. Ils me voient dans mes manteaux bien taillés, mes chaussures cirées, et ils pensent que j'ai toujours été comme ça, posé, accompli, à l'aise dans ma peau. Mais parfois, surtout lors des nuits calmes, je repense à celui que j'étais. Un gamin nommé Richie, dans une petite ville de Géorgie dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Une ville où les grillons chantaient plus fort que les trains de marchandises et où tout le monde connaissait la marque et le modèle de la voiture de ta famille. J'ai vraiment aimé cette ville, mais je l'ai aussi crainte. Il y a un souvenir qui ne m'a jamais quitté, malgré les années passées sous les lumières de la grande ville. C'était l'été 1975. J'avais 10 ans. À l'époque,
Nous vivions à la lisière de cette petite ville de 2000 habitants tout au plus, si l'on comptait les vaches. Mon père travaillait à la scierie, ma mère restait à la maison. Moi, je passais mes journées à vélo, à explorer les chemins de terre et à m'imaginer cascadeur, cow-boy ou n'importe quel rôle plus grand que moi. Ce jour-là avait commencé comme les autres. J'étais allé chez mon ami Tommy après le petit déjeuner. On avait joué dans son jardin, échangé des cartes de baseball et débattu pour savoir si Superman pouvait battre Spider-Man dans un combat. Le soleil commençait déjà à décliner quand je suis rentré, un peu après 17h. L'air était chaud, lourd, collant. Le ciel jetait de longues ombres sur les champs. Le trajet faisait environ 3 km le long d'une route tranquille. Des arbres d'un côté, des clôtures barbelées de l'autre. Je n'avais pas peur du silence, je l'aimais bien. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. J'ai entendu le camion avant de le voir. Un vieux modèle, peut-être un Ford ou un Dodge, gris terne piqué de rouille. Le grondement du moteur était lent, sans urgence. Quand je me suis retourné, je l'ai aperçu en haut de la côte. Il était assez loin, alors je n'y ai pas prêté attention. Mais il n'a pas doublé. Il est resté derrière moi. Pas collé, mais toujours à la même distance, comme s'il calculait. J'ai ralenti, pensant que le conducteur voulait peut-être me dépasser. Mais le camion a ralenti aussi. C'est à ce moment que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai pédalé plus fort, mes jambes d'enfant s'arrachant sur les pédales. Le gravier grinçait sous mes pneus, mon sac cognait contre mon dos. Le camion a accéléré, calquant ma vitesse. Pas rapidement, pas brutalement, juste en suivant. Plus loin, la route traversait un petit bois. Un sentier étroit où je passais parfois pour rentrer plus lentement. Ce jour-là, je n'avais pas prévu de le prendre. Mais quand j'ai vu les arbres, je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné d'un coup. Mon pneu a dérapé sur le gravier, mais je me suis rattrapé. Le chemin était à peine large pour un vélo, plein de racines et de branches mortes. Derrière moi, le camion s'est arrêté net au bord de la route. Il n'est pas entré. Il est juste resté là. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai abandonné mon vélo dès que j'étais assez loin, parce que le bruit des pneus pouvait me trahir. J'ai couru, le souffle brûlant ma poitrine, les branches griffant mes jambes. Je ne me suis arrêté qu'en trouvant un tronc tombé. Je me suis glissé en dessous, plaqué contre la terre fraîche, et j'ai attendu. Les minutes passaient. Puis 1 heure. Le bois s'assombrissait, les ombres semblaient bouger toutes seules. J'entendais les cigales, mais j'étais aux aguets du moindre bruit de pas ou de moteur. À un moment, j'ai entendu des feuilles craquer tout près. J'ai retenu mon souffle si longtemps que j'en ai eu mal. Mais rien n'est venu. Puis tout est redevenu calme. Quand la nuit est tombée, je suis sorti lentement, à moitié accroupi. J'ai jeté un œil vers la route, le camion avait disparu. J'ai marché jusqu'à l'endroit où j'avais laissé mon vélo. Mais il n'était plus là. À la place, juste l'herbe aplatie. Pas de pneus, pas de morceaux, juste vide. J'ai figé. J'ai eu envie de crier, mais je ne savais même pas qui appeler. Alors j'ai marché. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me donnait l'impression d'être observé. J'ai continué sans courir, un pas après l'autre. Quand j'ai atteint le perron, ma mère était dehors en train d'appeler mon nom. Elle m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. Je ne lui ai pas raconté la vérité. J'ai juste dit que je m'étais perdu. Le lendemain, j'y suis retourné. J'ai dit à mes parents que j'allais encore chez Tommy, mais je voulais vérifier. J'ai refait la même route, le cœur battant. J'ai fouillé les bois, mais rien. Le vélo avait disparu pour de bon. Mes parents m'en ont racheté un plus tard, mais je n'ai jamais repris ce chemin. Jamais. J'ai grandi, j'ai quitté cette ville après le lycée, je suis monté vers le nord, j'ai fait mes études, travaillé, construit ma vie. Maintenant, je vis à New York, où les rues ne dorment jamais, et où il y a trop de monde pour que tu remarques si quelqu'un a peur du noir. Mais je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Ce camion, ce silence. Parfois, je me demande qui conduisait. Pourquoi il ne m'a pas poursuivi plus loin ?
ce qu'il voulait. À quoi il pensait en emportant mon vélo? Peut-être que c'était juste un voisin qui voulait effrayer un gamin. Peut-être que c'était bien pire. Je ne le saurai jamais. J'avais 23 ans quand c'est arrivé. C'était en novembre 2017. J'avais retrouvé un vieil ami, un garçon de 22 ans que je connaissais depuis quelques années déjà. On s'était rencontrés à l'origine sur un site de rencontre, mais très vite, notre relation était devenue strictement amicale. Il n'y avait jamais eu de signe d'alerte. Mon instinct ne m'avait rien dit, je lui faisais totalement confiance. On s'était donné rendez-vous derrière la gare routière, sur une petite colline herbeuse entourée d'arbres et d'un grand mur. L'idée, c'était juste de fumer un peu, de se détendre et de discuter. Le début de la rencontre s'est bien passé. Je n'étais pas une grande fumeuse. J'avais commencé à fumer du cannabis quelques mois avant. Et il avait apporté quelque chose de nouveau à me faire essayer, du Purple Haze. Je n'étais pas inquiète, je lui faisais confiance et je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse me mentir. Il avait roulé un gros blunt, mais je n'ai fumé qu'un quart. On a discuté de tout et de rien, du travail, de nos anciennes relations, de banalités. Mais au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à me sentir très mal. Une lourdeur m'a envahi, une anxiété intense, une sensation étrange, comme si tout en moi criait que je n'étais plus en sécurité. J'ai soudain eu envie de partir, de rentrer chez moi. Quand je lui ai dit que je voulais rentrer, il a insisté pour me raccompagner. « Laisse-moi te ramener, tu seras en sécurité avec moi, je ne te ferai pas de mal. » Je lui ai répondu non plusieurs fois. Je voulais rentrer seul. Mais en descendant la colline, je me sentais de plus en plus bizarre, comme si je marchais sur un nuage. La tête qui tournait, la vue trouble, je commençais à paniquer. Heureusement, à l'approche de la gare routière, il y avait du monde. Je me suis senti soulagé. Si quelque chose arrivait, quelqu'un pourrait intervenir. Mais en réalité, c'est à ce moment que j'ai eu le plus peur de lui. Mon instinct me hurlait de l'éviter. Je lui ai dit que j'allais appeler un taxi, là, sur place, et rentrer seul. Son ton a changé. Il est devenu sec, autoritaire. « Je vais te ramener. » Et il a attrapé ma veste. J'ai résisté. Il a tiré plus fort et je suis tombé contre lui. Il m'a serré et m'a répété que je n'avais pas besoin d'avoir peur de lui. Mais j'étais terrifié. Ma vision se brouillait, je tremblais. J'ai réussi à le repousser et à sortir mon téléphone pour appeler un taxi. Il a essayé de me l'arracher des mains en hurlant dans mon visage « Tu ne comprends jamais rien ? Je vais te ramener !» Heureusement, quelques personnes s'étaient arrêtées. Une femme m'a demandé si ça allait. Je me souviens juste que je voulais rentrer chez moi, rien d'autre. Cette femme a appelé un taxi pour moi et elle est restée à mes côtés jusqu'à ce qu'il arrive. Pendant ce temps, il n'arrêtait pas d'insister pour que je vienne avec lui, qu'il allait me ramener. Mais elle lui a dit de partir et que c'était elle qui s'occuperait de moi. Finalement, il s'est éloigné. Quand le taxi est arrivé, elle m'a aidé à monter. Une fois chez moi, j'ai payé le chauffeur. Je lui ai dit de garder la monnaie et je me suis précipité à l'intérieur. Je n'avais qu'une envie, me réfugier dans mon lit, le seul endroit où je me sentais à l'abri. Cette nuit-là, je suis resté allongé 5 heures à fixer le plafond, incapable de dormir, incapable même de réfléchir. Je ne sais pas si ma mère est venue me voir, je n'ai aucun souvenir. J'étais juste figé, attendant que la paranoïa et le malaise passent. Quand enfin j'ai repris mon téléphone, j'ai vu l'écran. 32 appels manqués, 10 messages vocaux, plus de 50 textos. Certains messages demandaient simplement où j'étais, si j'étais bien rentré. Mais un des vocaux m'a glacé. Sa voix disait qu'il avait des fantasmes, m'emmener chez lui, m'attacher, me bander les yeux, me forcer à me soumettre. Je l'ai immédiatement bloqué partout. Instagram, Snapchat, Discord, son numéro. Avant ça, je lui avais écrit un dernier message. « Si tu me contactes encore, j'appelle la police. » Pendant 1 mois, plus rien. Puis un soir, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Comment tu vas ?»
J'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, « Tu me manques, on se revoit bientôt. » J'ai répondu « Qui est-ce ?» Pas de réponse. Quand j'en ai parlé à des amis, beaucoup m'ont dit que ce n'était pas du cannabis qu'ils m'avaient fait fumer. Selon eux, c'était sûrement du spice. Ça ressemble à de l'herbe, mais c'est beaucoup plus puissant et extrêmement dangereux.